Donc ravi de vous accueillir et merci d'être là et de mixer en fait un public à la fois de personnes Elsa et d'étudiants. Merci à vous les étudiants d'être là et de vous être mobilisés pour cette belle conférence. On va en faire un certain nombre de ces conférences là, dans les semaines, dans les mois à venir. Ça va s'étaler jusqu'au mois d'octobre pour prendre un peu de hauteur, pour prendre un peu d'inspiration, pour voir ce qui se passe sur un certain nombre de thématiques, sur les thématiques de réinvention de nos filières agricoles et alimentaires, sur les thématiques de réinvention de nos pédagogies aussi. Donc on vous a sollicité pour cette première intervention et encore une fois merci d'être là et tenez le cap pour être là aussi sur les prochaines, ça serait topissime. Et ça me donne l'occasion de remercier Pierre d'être présent aujourd'hui, de faire l'honneur de partager ses réflexions avec la hauteur de vue qui va bien. Donc un grand merci pour ça. Et puis merci à l'ensemble de l'équipe qui s'est chargée d'organiser ce cycle-là. C'est un énorme boulot qui est derrière. Donc je pense qu'on peut applaudir tout ce monde-là pour se remercier. Donc là, on va commencer. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'entamer la première thématique qui était la transformation des filières agricoles et alimentaires. Et l'idée, c'était de se dire les transformations positives, ce qui va nous faire du bien. Et donc on a demandé à Pierre, on va rebondir sur plusieurs concepts dont on a entendu parler. Et donc là, c'est le concept du One Health, de une santé. Ça fait 40 ans que je bosse dans ces domaines-là. Donc on m'a demandé de parler de One Health, on traduit en français par santé unique ou une seule santé. Et je vous ai mis la définition des Nations Unies. La FAO, l'OMS, le PMUE, les organisations des Nations Unies pour l'agriculture, l'alimentaire, la santé et l'environnement. On définit ça avec cette phrase qui peut être évanescente, qui ne peut pas dire des choses très précises. La santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l'environnement en général, y compris des écosystèmes, est étroitement liée et interdépendante. Ça date de 2021, c'est juste après la crise du Covid. One Health, au départ, ça a plutôt été un truc de médecins et de vétos dans les années 2000 avec la vache folle, Ebola, etc. Et là, ils l'ont étendu à l'environnement. Moi, j'interviens plutôt dans les écoles vétos, parce qu'au départ, c'était vraiment un truc santé humaine, surtout la vache folle. On s'est rendu compte qu'il y avait un lien qui n'était pas cloisonné entre santé animale et santé humaine. Il y a eu la santé des animaux sauvages, on a parlé du pangolin et tout ça. Et du coup, ça a été étendu aussi à la partie santé des écosystèmes. Donc, moi, là-dedans, je vais faire une présentation qui est plutôt, on va dire, le volet, ça peut être du terme un peu biochimique de la santé unique, mais c'est aussi rationnel. Donc moi, il y a 2 ans, j'avais soutenu une thèse, j'avais 68 ans, c'était il y a 3 ans, mais 68 ans, et puis j'avais soutenu une thèse de biologie santé sous la direction du prof de nutrition de la fac de médecine de Rennes. Bon, je n'avais pas décidé de le faire, ça s'est passé comme ça. Et le titre de ma thèse qui reprenait les 40 ans de travaux, les études cliniques, etc. Ça s'appelait, donc c'était avant la définition de One Health par les Nations Unies, c'était l'amélioration de la santé des animaux et des écosystèmes profite à la santé de l'homme. J'ai vraiment une vision avec la santé humaine en point d'orgue de la santé globale, mais qui parle de la santé des écosystèmes, des sols, etc. et de la santé des animaux. Et puis, 3 ans après, c'est devenu un bouquin qui fait fureur aux éditions Actes Sud, parce qu'un membre de mon jury m'a dit, ce corpus de recherche, vous devriez en faire un livre. Donc, je l'ai fait. C'est la façon dont je présente ça. En fait, moi, j'ai une vie que je trouve agréable, une vie professionnelle agréable, parce que faite de plein de rencontres. Des rencontres avec des cultivateurs, des éleveurs, des médecins, des scientifiques, des industriels. Ça s'est passé un peu partout. Et le concept de One Health, quand j'ai commencé à travailler à la fin des années 70, c'était pas inscrit dans ma tête que j'allais faire ça, mais il y a des rencontres qui ont fait que. Et dans les rencontres qui ont fait que, il y a des rencontres avec des gens, ça m'avait marqué, au début des années 80, des gens qui labouraient pas. Des types notamment un, qui je suis resté copain. Je lui ai dit, mais pourquoi tu laboures pas? J'ai appris à l'école, je suis agronome de formation, ici agricole. En fait, ça, on nous apprenait que quand tu labourais, d'abord tu enlevais les mauvaises herbes, et puis ça minéralisait, puis tu augmentais les rendements. Et je me souviens de sa réponse, il me disait, il est entre la Mayenne et la Sarthe, là, dans des coins avec des terres pas très riches. Il dit, j'ai pas beaucoup de matière organique.
Et si je laboure à 1 an, 2 ans, c'est mieux, mais à 10, 15 ans, je perds de la matière organique, je perds de la richesse de mon sol. Et ça fait partie des gens qui m'ont éveillé. Faut se remettre dans le contexte des années 80 où tu te posais pas toutes ces questions compliquées qui vous animent. Il fallait juste nourrir le monde. Il fallait faire plus de lait par vache, plus d'œufs par poule. C'est le club des 100 quintaux pour les céréales. On se posait pas ces questions-là, mais ces gars-là se posaient déjà des questions. J'avais rencontré des éleveurs qui me disaient, moi, je nourris pas mes vaches pour qu'elles fassent du lait, je les nourris pour qu'elles soient en bonne santé et après, elles me donneront du lait. C'était, aujourd'hui, ça fait slogan marketing, mais à l'époque, c'était vraiment nouveau. J'avais intégré très vite que les paysans, je crois, partout en France, disent pas je vais nourrir mes vaches, ils disent je vais les soigner. Donc, ce lien entre l'alimentation et la santé, il est évident dans les perspectives de l'élevage. Et puis, il y a un truc qui m'avait frappé, c'est que toute l'énergie sur Terre, elle vient du soleil, elle vient de la synthèse chlorophyllienne. Il n'y a que les plantes qui savent utiliser l'énergie du soleil pour fabriquer des sucres. Mais bon, ça, vous le savez, mais on le sait tous, même l'énergie fossile, d'ailleurs, c'est la synthèse chlorophyllienne d'il y a 400 millions d'années qui fait le charbon et le pétrole. Mais ce qui m'épatait, c'est qu'on commençait à lire des trucs qui disaient que entre 20 et 30% de l'énergie que les plantes fabriquent, des sucres qu'elles fabriquent, va dans le sol. Du coup, ça faisait écho avec des gens qui parlaient de sol vivant, d'agriculture, de conservation des sols qui naissaient dans ces années-là, et qui disaient il y a une vie dans le sol et les plantes ne sont pas généreuses. Si elles donnent l'énergie qu'elles fabriquent au sol, c'est pour que le sol leur rende. Et cette histoire, enfin tout ce qui se passe sous le sol, ça m'intéressait. Alors ça, c'est des diapos c'est beaucoup plus récent, c'est des trucs des Nations Unies qui dit en fait la plante, 95% à peu près d'une plante, c'est du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène. Ça vient de l'air, le gaz carbonique est capté par la photosynthèse, ou ça vient du sol avec l'eau, c'est pour ça qu'on arrose les plantes. Mais le reste, les 5% qui restent, notamment l'azote, etc., tout ça vient du sol et les plantes ne savent pas l'utiliser. Il n'y a que les micro-organismes du sol, les champignons, ils savent, les mycorhizes, les champignons qui sont dans le sol, ils savent aller vers la roche-mère, solubiliser, transformer ces minéraux en ions qui sont captés par les plantes. Après, il y a toute une vie dans le sol qu'on connaît de mieux en mieux, mais qui est quand même très compliquée, tout un écosystème souterrain. Je crois que la moitié des organismes vivants sur Terre, ils vivent sous le sol. Donc tout ça va des vers de terre aux virus, aux champignons, etc. Ça nourrit la plante et ça la nourrit justement. Ce schéma, je trouve intéressant parce que c'est 5% d'oligo-éléments, de minéraux qui vont être amenés à la plante. Ça va donner les gens qui savent le mieux parler du lien entre leur sol et la qualité de leurs produits, c'est les vignerons. Quand ils vendent du vin et qu'ils montrent le vin, enfin ils font goûter le vin et ils parlent du terroir. Et tous ces éléments, c'est des éléments du goût, c'est des cofacteurs de réactions enzymatiques qui permettent de fabriquer des molécules, des nutriments d'intérêt, des composants sensoriels du produit, etc. Donc c'est important d'avoir une vie du sol qui amène tout ça. Tu peux faire pousser des plantes sur un support complètement inorganique, on l'a dit tout à l'heure, mais ça n'aura vraisemblablement pas les mêmes caractéristiques que si ça pousse sur un sol vraiment vivant. Alors moi, ça c'est mon tout début c'est important de le dire, comment j'étais sensibilisé à ça. Et puis comme je travaillais dans le milieu de l'élevage, je m'intéressais c'était à l'époque, il y avait des quotas matières grasses, des quotas laitiers basés sur la matière grasse. Et quand les vaches passaient du maïs à l'herbe au printemps, le taux de matière grasse dans le lait baissait, ce qui était intéressant. Et je comprenais pas pourquoi il y a autant de matière grasse dans le maïs que dans l'herbe, même plutôt plus dans l'herbe. Pourquoi avec l'herbe grasse, les vaches faisaient moins de matière grasse? Pour le comprendre, c'est des trucs d'anciens combattants, hein, je m'en excuse, mais à l'époque, il n'y avait pas des chromatos partout. Donc, j'avais amené ça à la répression des fraudes, des échantillons d'herbe, des échantillons de maïs, des échantillons de lait. Et très vite, tu vois qu'une vache qui mange de l'herbe, ça fait un lait. Et quand tu passes dans une colonne de chromatos en phase gazeuse, vous l'avez sans doute fait, tu vois des pics. Ça fait forêt vierge, quoi. Tu as plein de pics dans tous les sens. Dans l'herbe, tu as une dizaine d'acides gras. Dans les lipides du lait, on a à peu près 400. Et il y en a beaucoup plus, et une plus grande variété quand les vaches mangent de l'herbe. Et en fonction du type de pâture, on se rend compte très vite que c'est pas la même chose. Donc ce lien entre ce qui se passe dans le sol, ce qui est synthétisé par les plantes, et puis ce qui arrive dans le lait, il se passe quelque chose. Et puis on se rend compte aussi que si les vaches font moins de matière grasse, puis font une matière grasse plus tendre aussi, c'est le beurre de printemps, le fromage d'été, le fromage d'hiver.
c'est différent. Il n'y avait pas une biblio monstrueuse à l'époque, mais on savait, tous les paysans savaient, tous les mangeurs aussi, qu'au printemps, le beurre, il est plus tendre et il est plus jaune, même si c'est la même vache qui fait le lait. Et du coup, on a été voir dans les matières grasses du lait, dans ces 400 acides gras, lesquels montaient, descendaient quand la vache passe du maïs à l'herbe. On a commencé à publier ça. Et en fait, on a vu qu'il y avait dans l'herbe, il y avait une graisse qu'on appelle acide alpha-linolénique, qui fait 70% des acides gras de l'herbe. Maintenant, on dit c'est le précurseur de toute la famille des oméga 3. Et dans le maïs, il y a un autre acide gras qui fait 70% des graisses du maïs, qui s'appelle l'acide linoléique, qui est le précurseur de toute la famille des oméga 6. Donc, on arrivait dans un truc, faut se mettre dans l'époque, les gens qui avaient eu un prix Nobel sur la synthèse des prostaglandines, les oméga 6, les oméga 3, c'était 1982. Les premiers papiers sur les déficits en oméga 3 dans la population française, c'est dans cette période-là. Et là, on construit une hypothèse qui dit peut-être que s'il y a un problème de santé chez l'homme parce qu'on manque d'oméga 3, on a trop d'oméga 6, peut-être parce qu'on a trop passé les vaches du maïs à l'herbe, de l'herbe au maïs plutôt. Peut-être qu'on a le maïs, le soja qui arrivait des États-Unis, des États-Unis à l'époque, qui a un rapport oméga 6, oméga 3 très élevé, le maïs qui se développait partout. Ça a pu changer des choses chez la vache et peut-être chez l'homme. Alors après, les choses se sont enchaînées assez vite et je vais aller assez vite. Il y a un mot qui s'appelle sérendipité que j'ai appris. Ça veut dire faire une découverte complètement par hasard puis se rendre compte que c'est peut-être important. Donc moi, je monte une entreprise qui s'appelle Valorex avec des collègues et on met en place des cultures. On voulait remplacer le soja, faut être ambitieux quand t'es jeune. On voulait remplacer le soja qui arrivait d'Amérique par du lupin, de la févrole, des légumineuses françaises, du lin aussi. On a utilisé le lin oléagineux parce qu'on était dans une région en Bretagne où traditionnellement il y avait du lin. Et puis c'était compliqué économiquement parce que le soja c'était pas cher. Mais il y a des éleveurs qui disent oui, mais c'est mieux pour la fertilité, la santé des vaches. Et donc on monte une étude avec l'INRA et l'Institut de l'élevage en 94. Et là on se rend compte que les vaches qui sont complémentées avec du lin et du lupin, effectivement, elles fécondent mieux. Et là je tombe sur une stagiaire de l'INRA dont le copain faisait une thèse sur les oméga 3 à l'INSERM, qui m'explique le schéma des prostaglandines, des prix Nobel, et qui me dit, tu vois, les oméga 3 de l'herbe et du lin, c'est les précurseurs d'une prostaglandine qu'on appelle PGF3. Le maïs, c'est des précurseurs de PGF2, et peut-être que nos vaches fécondent mieux, parce qu'elles fécondaient mieux, enfin, elles prenaient le veau 15 jours plus tôt, c'est à cause de ça. Et ça a été un déclic. Faut toujours écouter les stagiaires. Et puis nos vaches, quand on pesait tout, elles mangeaient moins, elles produisaient autant et elles reprenaient du poids. Alors là, on comprenait vraiment pas pourquoi. Et là, on a trouvé un type à Tay qui s'appelle Jean-Pierre Joigny, qui m'expliquait, enfin, qui nous a expliqué que nos fameux oméga 3, là, quand les vaches le digéraient, dégageaient moins de méthane, donc ça faisait un meilleur rendement. On est en 94, le premier rapport du GIEC, c'est 92. Personne s'intéresse au climat, on n'a jamais entendu parler. Mais nos vaches dégageaient moins de méthane quand elles mangeaient du lin que quand elles mangeaient du maïs et du soja. Donc, c'est rendipité parce que c'était un hasard total qu'on s'intéresse à ça. Mais tout de suite, on se dit, alors, le climat, c'est venu plus tard, mais on se dit peut-être que si ça joue sur la fertilité des vaches et leur santé, peut-être que ça joue aussi sur la santé des gens qui mangent le fromage ou le beurre. Et là, tout s'enchaîne. On intéresse beaucoup de gens dans les milieux de recherche avec l'INRA, l'Institut de l'élevage, l'IFIP. On fait des essais sur des poules, des poules pondeuses, des poulets, des cochons, même des escargots, des chèvres, etc. Ça intéresse tout le monde, voir quel est l'impact de ce que mange l'animal sur la composition du produit. Et puis, deuxième déclic important, en 99, moi j'interviens dans un 98, j'interviens dans un congrès, et puis je mets un modèle au tableau, un congrès de nutrition humaine, et je dis voilà, on a changé l'alimentation des poulets, des poules pondeuses, des vaches, etc. On est revenu à une alimentation plus traditionnelle avec de l'herbe, des graines locales. Et donc, on a moins de graisses saturées, on a moins d'oméga 6, on a plus d'oméga 3. C'est sûrement bien pour la santé humaine. Et à ce moment-là, il y a un cardiologue qui est connu dans le monde de la nutrition qui se lève et puis qui me descend. On va dire, mais vous avez rien prouvé du tout. Ok, il y a plus de DHA dans l'œuf, mais est-ce que l'homme va le fixer ou va l'oxyder? On ne sait pas. Donc, il faut faire une étude clinique. Et je me sens tout bête, je suis à la tribune. Lui était content, il avait mouché l'agronome qui voulait s'occuper de santé humaine, alors qu'il n'est même pas médecin. C'est entre nous, hein. Mais je me souviens de ce truc-là, je suis à la tribune, je sais pas quoi dire, je dis, vous avez raison, on va faire une étude clinique. Puis je descends, je me dis, mais pourquoi t'as dit ça? Une étude clinique, c'est un truc de labo pharmaceutique, c'est des millions de francs, des dizaines de millions de francs à l'époque.
Et puis finalement, je trouve des sponsors au Conseil régional Bretagne, à Lanvar à l'époque. Et puis on monte une étude clinique. Je rencontre le médecin qui est conseil de la région pour la nutrition, et qui s'appelle Bernard Schmitt, et dévoué à ses patients. Et il me dit un truc que je vais partager avec vous, parce que c'est toujours resté là. Je lui explique, et il me dit, tu sais, je suis médecin depuis 30 ans, je suis nutritionniste, je suis diabétologue à l'hôpital de Lorient. Il dit, mes patients, c'est les patients de Centre-Bretagne. Donc ça fera peut-être moins rire à Lyon, mais à Rennes, ça fait rire tout le monde. C'est ceux qui mettent du beurre sous les rillettes. Ils continueront à le faire. Il vaut mieux faire le régime à la vache et au cochon. Et mais c'était puissant parce que, pour moi, ça m'a marqué parce qu'il souriait, mais il était dévoué à ses patients et il trouvait un nouvel outil finalement dans la trousse à outils de l'amélioration santé. Et donc on fait notre étude clinique. Alors ça aussi c'était une aventure. On a des œufs, on a du beurre, on a du fromage, on a tout ce qu'il faut pour nourrir 200 personnes pendant 3 mois. Je vous raconte pas ça en détail, mais ça mériterait un film. C'était une aventure. On fait 2 groupes de 40 personnes, mais on nourrissait toute la famille. C'est ce qu'on appelle une étude en double aveugle et en crossover, en carré latin. Pendant 40 jours, les gens reçoivent des œufs, des viandes, des jambons, des beurres. Ils savent pas si la poule a mangé du lin ou du soja. Le type qui fait les analyses ne sait pas si c'est le sang. On fait des prises de sang aux gens tous les 15 jours. Et au bout de 35 jours, on a changé la composition du sang, mais pas que du sérum, hein, des globules rouges. Alors le globule rouge, c'est la mémoire de ce qu'on a mangé pendant 3 mois. La demi-vie d'un globule rouge, c'est une centaine de jours. Et c'est extrêmement régulé parce que quand un virus essaye de rentrer, la membrane d'un globule rouge, c'est comme les membranes de toutes les cellules du corps. Ça change pas comme ça. Eh ben, on avait complètement changé de façon significative avec 10 puissance, je sais plus, moins 9, je crois. C'était énorme parce que chaque volontaire était son propre témoin. C'est vrai que statistiquement, c'était fort. Et on a un truc incroyable où on a montré que dans un groupe, ils avaient tous mangé la même chose. Dans un groupe, ils avaient un sang type crétois, avec beaucoup d'insaturés, beaucoup d'oméga 3, pas beaucoup d'oméga 6. Dans l'autre groupe, ils avaient un profil très breton. Et ils avaient tous mangé la même chose. Il y a que les poules et les vaches qui n'avaient pas mangé pareil. Et on a ça. Et avec ça, on se dit, on a un truc formidable parce qu'on a un lien entre ce qui se passe dans les champs. Moi, je le disais avec mes mots, je disais à mes copains paysans, vous redevenez les premiers acteurs de santé. Si vous décidez d'utiliser de l'herbe plutôt que du maïs, du lin plutôt que du soja d'import, c'est votre acte qui fait que la composition de votre produit va influencer la santé. Il y a des impacts environnementaux évidents aussi à faire ça, à faire ces choix-là. On a quelque chose de fort. Alors c'est de la biochimie, hein. Le truc du milieu, rapport oméga 6, oméga 3, influence un impact des dizaines de milliers de papiers. Maintenant, le plus connu, c'est la santé cardiovasculaire, mais le cerveau, c'est les oméga 3, la croissance tumorale, le développement des cancers, tout ce qui est mécanisme de l'inflammation, de la lipogénèse, tout ce qui se passe dans le corps, ça c'est de la nutrition. Après, quand tu mets les sources d'oméga 3, c'est l'herbe, le lin, le colza, le trèfle, la luzerne. Les sources d'oméga 6, c'est essentiellement le maïs, le tournesol, le soja. Là, tu vois que ce qui se passe dans les champs va avoir une influence sur ce qui se passe dans nos corps. Donc, c'est formidable. Donc, j'avais vu, pour monter l'étude, il me fallait des œufs, du beurre, des viandes. Donc, j'avais été voir les directeurs scientifiques des grandes firmes qui produisent ces produits-là. Ils m'avaient écouté, ils m'avaient fourni les produits, ce qui était compliqué. Et donc, quand l'étude était finie, je leur présente les résultats, ils sont contents. Moi aussi, je suis très content. Mais on voulait pas que briller dans les congrès scientifiques, hein. On a été présenté ça. Mais je leur demande d'aller voir leurs collègues du marketing. Il y avait Lactalis, il y avait Fleury Michon, il y avait Mathilde. Tout le monde m'avait suivi pour faire l'essai. Après, c'était plus compliqué. Les gens du marketing me disaient non, Pierre, les gens savent pas faire la différence entre du beurre et de la margarine. Alors tu penses que le beurre de la vache qui mange de l'herbe contre le beurre de la vache qui mange du maïs, ils comprendront jamais. Ton truc, faudrait des millions pour expliquer ça aux gens. En gros, tout le monde m'envoie balader. Je vais voir les interpros. Le CNIL, alors là, ils sont violents. Ils me disent, Pierre, nous on défend le beurre. Si tu commences à dire qu'il y a un beurre qui est meilleur qu'un autre, c'est-à-dire que l'autre est plus mauvais, nous on peut pas accepter ça. Enfin, bref. Et donc, comme on voulait pas rester sans rien faire, avec Bernard Schmitt, là, le médecin investigateur, et Jean-Pierre Pasquet, qui est un des paysans qui m'a marqué au début, on crée une association au mois d'août 2000
à l'école de santé publique de Rennes. On était 20. Aujourd'hui, on est 36 000. Et on met autour de la table une logique de chaîne alimentaire de One Health, parce qu'on met autour de la table des collèges où il y a des paysans, des transformateurs, des distributeurs, des médecins, des scientifiques, des consommateurs. C'est compliqué de les mettre autour de la table, mais on a passé 25 ans à dire il y a un objectif commun. On a des objectifs divergents, mais on a aussi des objectifs communs. Il faut un impact maximum. On dit qu'on va se différencier sur des logiques de mesure, puisqu'on sait mesurer la composition, on sait regarder un œuf et dire ce que la poule a mangé. Donc on n'a pas besoin d'avoir des batteries de contrôleurs qui viennent voir ça. On sait si la poule a mangé de l'herbe ou si elle en a pas mangé. Et dans la plupart du temps, elle mange surtout de l'herbe sur le packaging des œufs plein air. Faut pas... Aux États-Unis, on bosse avec des universités américaines où ils sont très forts pour la mode du grass-fed, c'est nourri à l'herbe. Ils analysent des viandes grass-fed où l'herbe, ils la voient de très loin. Donc là, on sait mesurer ce que c'est qu'une viande d'un animal qui a été nourri à l'herbe ou au lin, ou d'un animal nourri que avec du maïs et du soja. On se développe et on a des impacts. Il y a de la mesure et il y a de l'accessibilité. C'est-à-dire que très vite, et notamment les médecins qui sont dans le truc disent il faut pas qu'on soit dans la logique des signes officiels de qualité supérieure, parce que il faut pas qu'on fasse mieux à manger pour des gens qui mangent déjà bien. Les candidats aux maladies de civilisation, au diabète, à l'obésité, c'est pas, je vais dire vite parce qu'on n'a pas beaucoup, c'est pas les clients de Biocop, quoi. C'est pas les plus riches ni les plus conscientisés, et il faut toucher tout le monde. Donc on se développe, on commence à intéresser petit à petit des gens et on a des impacts. Et les impacts, je sais pas pourquoi c'est le tableau de 2021, c'est validé, les moteurs sont validés par les experts des ministères de la Santé, de l'Environnement, de l'Agriculture. Et ben, il y a 2 millions de Français qui arrivent à couvrir leurs besoins en oméga 3 grâce aux productions Bleu Blanc Cœur qu'on a mis en place. Oui, l'association s'appelle Bleu Blanc Cœur. C'est 125 000 tonnes de CO2 qui n'ont pas été émis par les vaches qui ont mangé de l'herbe et du lin. C'est aussi beaucoup de tonnes de CO2, comme on a interdit le tourteau de soja d'import dans les cahiers des charges des poulets et des poules. On a ramené quelques milliers d'hectares de luzerne, d'herbe, de lin, de févrole, de colza, ce qui est plutôt intéressant pour l'environnement. On a eu des impacts. Et on en a encore. Et maintenant, je suis plus président de Bleu Blanc Cœur. J'ai passé la main et ma nouvelle présidente m'a passé une slide qui est présente. Elle voit le ministre de l'Agriculture la semaine prochaine. Elle dit en fait, si 100% du porc, du lait, des œufs, du poulet français était produit avec les cahiers des charges Bleu Blanc Cœur, aujourd'hui c'est entre 5 et 10%, ce qui est déjà pas mal. Et ben en CO2, avec une méthode de mesure reconnue par les Nations Unies depuis 2012, eh ben on aurait 100% de l'objectif du scénario national bas carbone. Ben, c'est pas rien. Et 98% des Français couvriraient leurs besoins en oméga 3. Donc c'est pas battu pour rien, on peut mieux faire. Donc on a continué à faire beaucoup d'études cliniques pour continuer toujours avec le même schéma. Les gens mangent la même chose, mais les animaux, les sols mangent pas pareil. On a mesuré des choses sur des volontaires obèses, sur des volontaires diabétiques, sur l'insulinorésistance, sur le tour de taille, sur la reprise de poids après un régime sur des marqueurs cardiovasculaires. Et le plus formidable que je me présente, je crois que je présente après, ouais, c'est là. Je vais vous le présenter maintenant. C'est une étude qu'on a finie l'an dernier, qu'on a publiée. On a pris des mamans au CHU de Rennes qui venaient pour la visite du 6e mois, quand elles étaient enceintes, en intention d'allaiter. Je le raconte vite parce que j'ai pas le temps, mais c'est énorme parce qu'on l'a réparti en 2 jours. C'est randomisé, donc c'est au hasard. Elles sont réparties soit dans un groupe témoin, soit dans un groupe Bleu Blanc Cœur. Elles reçoivent des produits Bleu Blanc Cœur fournis par Super U, donc des produits du commerce, ou les mêmes produits mais non Bleu Blanc Cœur. On fait des prises de sang aux mamans et l'endpoint, c'est la composition du lait. Alors moi, je découvre avec les labos de l'INSERM qui sont dans l'étude, je découvre avec eux que c'est juste incroyable la composition du lait maternel. Il y a toutes les molécules, tout ce qui va fabriquer la santé, l'immunité du bébé pour qu'un jour, avec son microbiote, il devienne indépendant et sache se défendre lui-même. Et tout bouge. Uniquement en fonction de ce qu'on mangeait. Encore une fois, les sols, les poules, les mamans mangeaient pareil.
Alors, il y a 75% d'oméga 3 de plus dans le lait maternel, ce qui est énorme, hein, parce qu'il y a une biblio comme ça, qui, avec la composition du lait maternel en oméga 3 et puis l'avenir psychomoteur du jeune. Mais il y a aussi les immunoglobulines, les protéines de l'inflammation, les HMO, Human Milk Oligosaccharides, qui sont des protéines de l'immunité. Tout change. C'était vraiment cette notion de One Health, qui est plus une notion, c'est une petite brique de One Health que je présente, mais je prends plaisir à le présenter parce que on a changé des choses dans le sol et on a même retrouvé des changements significatifs dans le microbiote du bébé à 21 jours. Qui est plus, alors c'est pas le microbiote du sol qui est passé chez le bébé, hein, bien sûr, mais toutes ces modifications, elles ont entraîné que le bébé, il est plus immune, enfin, il a son immunité plus développée à 21 jours, et ça change plus beaucoup après la composition du microbiote. Donc ça, c'est le genre de truc qui te remplit de joie. Juste pour vite, et puis introduire peut-être une discussion là-dessus, on n'aurait pas réussi si on n'avait pas eu des éléments de goût, parce que tout à l'heure, quand je vous montrais tous ces oligo-éléments du sol, qui sont des facteurs qui vont faire la composition du goût, quand on change les acides gras, on change la texture, c'est bien connu, hein, beurre de printemps, beurre d'hiver, on change la rétention d'eau des viandes, la jutosité, etc. Aujourd'hui, nos premiers vecteurs dans Bleu Blanc Cœur, il y a 4000 médecins et professionnels de santé. Il y a beaucoup de diététiciens, de diététiciennes, ça c'est important. On n'a pas le même discours pour les diététiciens, les médecins, les scientifiques et puis le consommateur qui vient acheter son produit au supermarché, bien sûr. Mais il y a aussi beaucoup de chefs qui découvrent, qui voient, qui touchent en fait qu'il y a une différence de goût, de perte en eau, etc. Et c'est important. Et j'ai mis à la pause du congrès de nutrition. Ça m'amuse beaucoup quand tu vas dans les congrès de nutrition. Tu as les gens qui montent à la tribune pour dire ce qu'il faut manger. Mais si à la pause, tu as le malheur d'être pas proche du buffet au moment où ils amènent tout un tas de petites merdes sucrées et salées, il te reste plus que les pommes après parce que personne n'y a touché. Donc le goût c'est important et c'est pas facile. C'est pas parce qu'on sait qu'on va. Faut aussi qu'il y ait ce facteur-là. Voilà, ben moi j'ai fini. Je suis dans les temps. Ben, j'ai pas fini, non, j'ai pas arrivé. J'ai encore 2 diapos. Je veux dire, ça c'est ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille à l'université de Rennes sur toujours ce lien entre ce qui se passe dans le sol et ce qui va se passer dans la plante et ce qui va se passer en termes de densité nutritionnelle. Comment est-ce qu'on peut le mesurer? Quel est l'impact sur la santé de l'homme? On vient de finir une étude tout juste, là, c'était la semaine dernière, on avait pris 100 personnes représentatives de notre département. On a fait des prises de sang et on a analysé tout ce qu'on pouvait analyser. On a fait des 2576 pages de corrélation entre la composition du sang en acides gras, en marqueur de l'oxydation ou de l'antioxydation, en tous les critères classiques de santé, entre ce qu'ont mangé les gens, l'âge, le sexe, etc. Il y a un truc qui est inquiétant, je le partage parce que vous êtes plutôt jeune, c'est que les gens de plus de 50 ans sont plutôt mieux en termes de composition sanguine que les moins de 50 ans. Donc il y a quand même une dégradation, c'est inquiétant, c'est contre-intuitif, c'est tout récent, hein. Je peux pas le dire de façon certaine, il faudra qu'on le valide avant de le publier. Mais moi, ça m'a surpris. J'en ai parlé à l'investigateur principal, qui est le prof de nutrition. Il dit effectivement, c'est étonnant sur des critères où on s'attendait pas du tout à ça. On voit des corrélations entre des profils d'acides gras et des marqueurs d'antioxydation. Les oméga 3 qui sont plutôt liés à une bonne résistance à l'oxydation. Donc on continue à travailler là-dessus. On travaille, en fait, ce qu'on mesure dans le sang des gens, on le mesure aussi sur des tomates, des pommes, des grains de blé, produits dans des conditions différentes. Parce que le One Health, pour moi, si la santé humaine doit être en point d'orgue, c'est pas facile, hein. C'est pas parce qu'on produit bien que ça va être bon pour nous. Le chemin, il est assez étroit parce qu'il faut des rendements, il faut quand même nourrir tout le monde, il faut de la quantité. Mais la densité nutritionnelle, je pense que c'est vraiment au cœur de One Health. Et ma diapo du début où je vous montrais la vie du sol qui amenait à la plante tous ces facteurs, tous ces nutriments. Ce qui manquait là quand je montrais les oligo-éléments et les minéraux qui arrivaient à la racine, c'est qu'il y a aussi des composants organiques du sol. L'ergothionéine, qui est un acide aminé très intéressant pour l'homme, il n'y a que les mycorhizes, que les champignons qui le fabriquent. Donc, quand on le retrouve dans les plantes, c'est que les champignons l'ont fabriqué pour nous. Il y a des molécules qui sont fabriquées en partie. Tu vois, là, c'est la pyramide de John Kempf qui dit la photosynthèse en vert, une plante.
tu lui donnes du soleil et de l'eau, elle fait de la photosynthèse, elle a du carbone. Après, il faut qu'elle fabrique ses protéines. C'est plus compliqué parce que l'azote, vous le savez, mais sur les trucs grand public, je demande toujours quelle est la composition de l'air. 80% c'est de l'azote. Généralement, les gens disent que c'est de l'oxygène. Et l'azote de l'air, on sait, ici, tout le monde le sait, mais l'azote de l'air, il y a des micro-organismes dans le sol qui savent le capter. Les plantes ne savent pas le faire. Tu as tous ces azotobactères, toutes ces bactéries du sol qui vivent beaucoup dans les galeries des vers de terre. Hein. Donc les vers de terre produisent pas de l'azote, mais ils aident les bactéries à en fabriquer pour nourrir les plantes. Donc les protéines, c'est l'étape d'après. Tu laisses une plante toute seule, elle te fera des sucres. Je dis bêtement. Hein. Pour les protéines, elle a déjà un peu besoin du sol pour transformer ce qu'il y a dans l'air. Pour faire des lipides, c'est encore plus compliqué parce que là, il faut des oligos, des cofacteurs d'enzymes pour fabriquer ça. Et les lipides, c'est important parce que c'est toutes les membranes des cellules. Et puis pour faire les métabolites secondaires, donc les vitamines, les polyphénols, les antioxydants, là, la plante, c'est beaucoup d'énergie. Donc elle fait pas ça, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de cofacteurs. Et là, elle a vraiment besoin de la vie du sol. Donc voilà, maintenant j'arrive à la fin. Donc en synthèse, moi j'ai fait une carrière plutôt sympa sur ce lien entre ce qui se passe dans les plantes, cette histoire d'oméga 6 et d'oméga 3 qui est rigolote parce que les oméga 3, les plantes les fabriquent dans le chloroplaste. Toutes les herbes, les algues aussi, elles fabriquent ça dans le chloroplaste parce qu'elles en ont besoin pour la synthèse chlorophyllienne. C'est le cerveau du bébé, mais c'est aussi très vibratile. Donc nous, c'est une composition de notre cerveau, mais ça vibre aussi beaucoup sous l'effet du soleil. Donc pour capter les ions, les photons, les oméga 3, c'est les membranes des thylakoïdes, là, des chloroplastes. Et puis après, la plante, elle s'en sert pour fabriquer ces espèces de prostaglandines, ces molécules de défense. Donc la plante le fabrique. L'animal qui mange la plante, ça peut être une petite crevette qui va manger des algues, et puis après qui est mangée par un petit poisson, qui est mangé par un gros. Souvent on disait les poissons, c'est plein d'oméga 3. C'est vrai, mais ils savent pas les fabriquer. Ils ont besoin des algues, des zooplanctons, des crevettes, et puis ça se concentre tout au long de la chaîne alimentaire, et ça finit par jouer sur la santé de l'homme. Tous ces oligo-éléments qui sont dans le sol, ils servent à la synthèse des antioxydants, des polyphénols, etc. Et tout ça, ça participe à ce schéma. Je trouve très bien. Nous, en fait, c'est quoi la vie de l'homme? Les biochimistes disent ça, c'est un combat perdu d'avance contre l'oxydation. Plus tu vieillis, plus tu t'oxydes. Après, si tu fumes, si tu bois de l'alcool, si tu stresses, tu t'oxydes plus. Mais dès que tu respires, la synthèse chlorophyllienne, c'est une réduction. La vie, la respiration, c'est une oxydation. Donc, ça échappe des radicaux libres. Et s'il y en a trop, ils vont endommager, et on finit par mourir, et ils vont endommager notre mécanique cellulaire. Et forcément, on sait lutter contre ça. Il y a une voie synthèse métabolique qui s'appelle NRF2 qui fabrique des antioxydants endogènes. Mais des fois, ils sont débordés parce qu'on stresse, parce qu'il y a les examens, parce que notre petite copine veut plus de nous, notre petit copain, tu stresses, ben, faut plus d'antioxydants, et dans ce cas-là, faut manger des tomates. Il faut trouver des aliments qui en contiennent, parce que nous, on sait pas les fabriquer. Les plantes les fabriquent parce qu'elles sont très exposées à l'oxydation, forcément. Donc, elles en fabriquent beaucoup. Regardez les arbres qui vivent très vieux, les séquoias, etc. C'est bourré de tanins qui sont antioxydants. Et après, si on est dépassé, si on n'a pas assez d'antioxydants, il y a une autre voie qui se met en place, qui s'appelle NF-κB, qui est la voie de l'inflammation, qui est un mécanisme de défense. Et là, on produit des molécules inflammatoires pour se défendre. Mais si on en produit trop, on va finir par tirer contre nos propres tissus. Et si on n'arrive pas à stopper tout ça, ben, il y a une voie d'apoptose et la cellule meurt. Et ben, tout ça, c'est la chaîne alimentaire, tout ça, c'est One Health. On mourra tous un jour, mais le plus tard possible et en meilleure santé possible. Et on peut pas être en bonne santé sur une planète malade. Et c'est pas de la philosophie. Je pense que ce que j'ai essayé de montrer, c'est que il y a eu de la sérendipité dans ce que j'ai plaisir à partager là dans mes dernières décennies. Mais au bout d'un moment, tu as un horizon qui se dégage. Et ben moi, je suis dans une phase de transmission, hein, parce que j'ai passé ma thèse à 68 ans il y a 3 ans. Calculer l'âge de l'orateur. C'est plus moi qui mènerai ces combats-là, mais j'ai plaisir à partager avec des gens qui doivent être un peu plus jeunes que moi. Donc je vous remercie.
La première d'un collègue qui est sur le fait de savoir c'est plus cher pour l'agriculteur de proposer un régime équilibré à partir de lin, d'herbe, que de colza aux vaches. Et j'imagine que la question est un peu de comment du coup on met ça en place. Et peut-être cette question de comment aussi on encourage et on permet à les agriculteurs d'aller sur ce type de système. Et une autre question sur le fait de savoir si la raison pour laquelle les produits bleu blanc cœur sont aujourd'hui pas présents chez les transformateurs ou des distributeurs bio. Savoir un peu peut-être la stratégie que vous avez eue là-dessus et le positionnement. Oui, on est dans le dur tout de suite. Sur la première question, je vais essayer de répondre de façon courte, mais le coût, je vais vous donner un exemple. Hier, on était invité par le comité directeur de Pomona. Pomona, c'est un gros distributeur pour la restauration collective. Et il me posait la même question. Il me dit, dites-nous pourquoi vous en vendez pas plus s'ils sont adhérents bleu blanc cœur, parce que c'est trop cher. Le lait bleu blanc cœur, le lait aujourd'hui, c'est payé autour de 500 € les 1000 litres aux producteurs. Et dans les tournées bleu blanc cœur, qui sont quand même importantes, en moyenne, les agriculteurs, ils ont 30 € des 1000 litres de plus. Donc, selon leur système, 30 € des 1000 litres par rapport à un prix de base à 500, c'est pas monstrueux. Il y avait un des types de Pomona qui dit, ça fait 3 centimes du litre de lait. Moi, je peux passer tous mes litres de lait. Sauf qu'il me dit, ouais, mais la laiterie X ou Y nous le vend pas 30 et nous le vend 300. Ouais, un problème. Donc, il y a un problème d'accessibilité et de maîtrise de la logistique. Le surcoût pour l'éleveur, il est assez faible. Dans le lait, c'est difficile à calculer parce que des gars qui sont à l'herbe, aucun problème. Ils changent rien, ils gardent le système d'avant, ils sont bleu blanc cœur, sans ajout ni rien. Si tu es au maïs, que tu enlèves le soja, que tu mets du lin, ça te coûte un peu plus cher. Mais en porc, par exemple, on fait en porc, moi j'ai un peu décroché, mais la présidente qui était avec moi hier disait qu'aujourd'hui le surcoût d'un porc bleu blanc cœur, donc en limitant ou en interdisant le soja d'un porc, en interdisant des trucs comme le palme, en obligeant des sources d'oméga 3 qui sont généralement des graines de lin qui coûtent un peu cher, c'est 5 € par porc. C'est beaucoup, mais 5 € pour un porc de 100 kilos, en gros, 92 kilos, ça fait 5 centimes. C'est rien. 5 centimes, c'est rien. Quand tu achètes une côte de porc qui fait 250 grammes, c'est rien. Sauf que c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que le coût, c'est pas à la production que ça se passe, c'est à la logistique. Si tu valorises ta carcasse de porc, le boucher qui achète un porc 5 € de plus, il n'aura aucun problème. Mais aujourd'hui, les porcs, ils sont découpés dans des abattoirs et ils vont vendre le jambon ici, la longe là, les épaules. Et c'était tout le travail de bleu blanc cœur pour que la restauration collective qui valorise les épaules, les salaisonniers qui valorisent le jambon, et qu'en gros, on puisse faire l'équilibre matière et avoir des surcoûts très réalistes. Et dès qu'on passe à l'étape d'accessibilité, Super U, pour qui j'ai une tendresse, parce que c'est les premiers qui ont dit, allez, on bascule tout le rayon. Quand tu bascules tout le rayon, le premier rayon qu'ils ont basculé, c'est les œufs. Je m'excuse de rentrer dans le détail, mais je pense que la vraie réponse, elle est là. J'ai acheté des œufs bleu blanc cœur dans le Super U de ma commune à 2,50 € les 6. Et puis un jour, ils ont dit, allez, on passe tous les œufs, les plein air, les bio, les labels rouges, ils sont tous bleu blanc cœur. Ils sont tombés à 1,50 €. C'est énorme. Et tout le monde gagnait de l'argent parce que tu as un bâtiment où tu as 30 000 poules. Tu les nourris toutes avec une alimentation qui coûte plus cher, avec le moins de soja, le plus de lin. Mais si tu valorises que 3 000 œufs, le surcoût il est multiplié par 10. Au moment où tu joues l'accessibilité, où tu valorises tous tes œufs, là ça devient valable. Et aujourd'hui, tu as des gens, les gros, je pense que vous mangez du bleu blanc cœur au Crous. Vous allez au Crous. Vous allez dans les restos U? Non? Bon. Vous voyez pas des trucs bleu blanc cœur des fois? Faites pas attention. Mais c'est dans les gros donneurs d'ordre bleu blanc cœur aujourd'hui, donc ceux qu'on massifié, il y en a surtout 3. Il y a les armées, il y a les Crous et il y a les Super U, les coopératives U. Après, il y en a d'autres qui en mettent un peu partout. Mais quand tu massifies, le surcoût, ça permet de payer le producteur plus que dans les 5 €. C'est pas le surcoût de l'alimentation, hein. C'est le surcoût de l'alimentation plus 2 € de bonus. Parce que si le paysan, il gagne que le surcoût qu'il y met, il n'y a pas trop d'intérêt. Et donc, cette logique d'accessibilité, on l'a toujours défendue. La deuxième question, c'est pour... C'était sur la bio, ouais. Et comme ça me permet de voir qui est-ce qui veut poser la prochaine question.
réponse sur la bio? Ben, c'est compliqué. Moi, maintenant que je suis plus dans Bleu Blanc Cœur, je m'investis beaucoup avec un copain qui était secrétaire général de la FNAB, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, et dans un truc qui s'appelle Bio Blanc Cœur. Tu peux pas défendre Bio Blanc Cœur pour tout le monde parce que c'est les surcoûts du bio en obligation de moyens et les surcoûts de Bleu Blanc Cœur en obligation de résultats. Mais c'est le cap. Alors, dans tout ce qui est ruminant, c'est assez facile parce que c'est très lié à l'herbe. Donc au niveau des producteurs, ça se passe plutôt bien. Mais la question, c'est au niveau des distributeurs. Pourquoi il n'y a pas de bio, pourquoi il n'y a pas de Bleu Blanc Cœur chez Biocop? Parce que Biocop a décidé qu'il ne mettrait jamais de produit Bleu Blanc Cœur, sauf si tout Bleu Blanc Cœur était chez Biocop. C'est des logiques de distributeurs. Et là, on est très loin de tout ce que je viens de raconter, mais c'est bien de répondre parce que c'est la vie aussi. Il suffit pas de faire de la science, il suffit pas de faire de l'économie, il faut aussi des fois passer par le commerce. Et perso, je trouve ça ridicule parce que bio plus label rouge plus Bleu Blanc Cœur plus AOC, c'est 10% de la production française. Je pense qu'on ferait mieux de se mettre ensemble pour passer de 10% à 15 ou 20 que de se battre entre nous. Moi, mon rêve, c'est qu'un jour, le mangeur il fasse attention, qu'un jour, il achète des œufs bio, et puis le lendemain, il achète une entrecôte label rouge, et puis après, il va acheter du lait Bleu Blanc Cœur, mais qu'il fasse attention. Merci beaucoup. Moi, du coup, j'ai 3 questions. J'en avais 2, mais vous venez d'en rajouter une. La première, du coup, elle était par rapport au lait et aux vaches. J'ai moi-même une ferme avec des vaches où on en a qui sont en stabulation et en pâture, aidées en 100% pâture. Aujourd'hui, je suis incapable d'arriver à faire passer le pas à mes oncles qu'on mette tout en 100% pâture parce que pour l'agriculteur, ce revenu différenciant ou cette diminution de charge, elle est pas assez lisible à leurs yeux pour arriver à valoriser le 100% Bleu Blanc Cœur et non le partiellement Bleu Blanc Cœur. Donc aujourd'hui, nous, on a passé le cap sur la moitié du cheptel où on est en 100% pâture, mais le reste du cheptel, on est aujourd'hui incapable de le passer. Est-ce que réellement, ça arrive vite quand on passe en 100% pâture, ce que vous expliquiez tout à l'heure, ou pour être en Bleu Blanc Cœur ou pas? Il faut qu'il y ait un marché. C'est-à-dire que l'intérêt de Bleu Blanc Cœur, c'est qu'il y a ces 30 € de plus qui permettent de faire le pas. Et pour ça, il faut qu'il y ait la laiterie, il faut qu'il y ait le marché. S'ils ne transforment pas, il faut que la laiterie paye. Mais si tu payes les 30 €, ça va vite. L'INRA a publié des trucs là-dessus sur les changements de pratique une fois qu'il y a cette carotte, entre guillemets. Ok. Alors, du coup, la deuxième question, c'était une question des réponses courtes, très ouverte. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. La deuxième question, c'est une question un peu ouverte de réflexion sur comment, entre Bleu Blanc Cœur qui a une obligation de résultat et la bio qui a une obligation de moyens, comment on peut faire en sorte d'être tous ensemble? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la question qu'on se pose tous et c'est un peu le cœur de nos métiers à nous. Comment on peut réussir à vraiment enclencher? C'est pas là. Quels sont, à part le concept de commerce, quoi, comment on peut réussir à enclencher le pas d'être tous ensemble et à aller tous vers juste la planète et la santé, quoi? Ben écoute, si t'as... je suis désolé de pas avoir la réponse, et moi je me bats vraiment pour ça, parce que des fois il faut se dépasser des clivages qui sont souvent des... On est dans une période compliquée, parce que globalement les signes de qualité, en ce moment les éleveurs au moins, les céréaliers moins, mais les éleveurs sont très bien payés. Vous avez tous lu des trucs en ce moment, vous avez vu des rayons d'œufs vides, parce qu'on manque d'œufs, alors qu'on était très excédentaire en œufs. On manque de poulet quand tu veux monter un bâtiment poulet. Donc ceux qui sont aujourd'hui producteurs de poulet, d'œufs, de lait, ils gagnent très bien leur vie. Le lait, il est payé 2 fois plus qu'il y a une dizaine d'années. Donc mettre les gens ensemble aujourd'hui sur des signes de qualité, alors que le conventionnel est bien payé, c'est difficile, mais franchement, c'est mon combat pour les 10 ans à venir. C'est ridicule de se bagarrer entre nous, quoi. C'est le reste qui doit... Et ma toute dernière question, c'était par rapport au sang. Parce que vous parliez tout à l'heure de aujourd'hui, les jeunes ont tendance à avoir un moins bon sang que les moins jeunes, dirons-nous. Est-ce qu'on l'explique par le fait que c'est que on mange moins bien? Je me mets dans la catégorie des jeunes. Est-ce que du coup c'est qu'on mange moins bien, ou est-ce que c'est que les produits sont de moins bonne qualité parce que les sols sont moins riches? Les résultats ne sont pas publiés de l'étude, vous l'avez dit, mais si vous avez déjà des pistes de réflexion.
Je pense qu'il y a les deux. Hein. Alors, ça me fait penser que ça vous écoutez, je me dis le vieux proverbe, on a l'âge de ses artères. Du coup, il s'inverse parce que les artères des vieux sont plutôt jeunes. Mais il y a les deux parce qu'on a mesuré les marqueurs de santé classiques, donc tout ce qui est protéines C-réactives, cholestérol, HDL, LDL, etc., les triglycérides. Globalement, même sur des bilans lipidiques type cholestérol, des trucs classiques, les moins de 50 ans, dans notre étude, c'est les moins de 50 ans. Les moins de 50 ans sont moins bien que les plus de 50 ans, ce qui n'est pas logique. Physiologiquement, c'est pas logique. Donc ça, je pense que c'est une histoire d'habitude alimentaire. C'est ce que tu manges. Il y a aussi plus de tabac, il y a plus d'alcool. Enfin, tu vois bien que il y a un âge où tu t'occupes pas de la santé. Puis je pense qu'il y a aussi des choix. Je vois les étudiants à Rennes, je pense qu'ils doivent pas être très différents à Lyon. Des fois, il y a des choix de baisser un peu ce qu'on achète pour se nourrir, mais garder un peu d'argent pour la bière avec les copains, etc. Ça, je pense que c'est les habitudes alimentaires. Il y a peut-être plus de transformés, de trucs rapides. Quand je discutais hier avec Pomona, il me disait la restauration traditionnelle, ça va pas bien. Par contre, les tacos et machin, ça flambe. Bon, ça fait un peu peur. Et puis après, sur le sol, ben finalement, notre étude, on a aussi analysé les antioxydants, enfin la capacité antioxydante du sang total et des globules rouges. Et là, je pense qu'on a un problème. On a un problème sur le choix, peut-être moins de fruits et de légumes, mais globalement, ces trucs-là, c'est fabriqué par le sol. Donc, il y a les deux. Il y a forcément les deux. Des mauvaises habitudes alimentaires. Et bien manger, c'est bien choisir ses aliments, mais c'est aussi bien produire. Donc, ce qu'on voit, la résultante, c'est les deux. Bonjour. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question sur tout à la fin. Là, on a vu l'aventure continue. Donc, je me demandais en termes de trajectoire, de dynamique de croissance, quelle était la dynamique actuelle? Quels sont les objectifs, les ambitions pour la suite? Est-ce que c'est vous parlez de 5-10% sur le marché, je sais pas exactement ce que ça représente, mais est-ce qu'il y a une ambition d'aller au-delà, de massifier encore plus? Et question sous-jacente, les leviers, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que ce qui permet de massifier, c'est est-ce que c'est difficile d'embarquer plus d'agriculteurs ou c'est plus côté consommation? Enfin, qu'est-ce qui bloque? Au contraire, quels sont les leviers pour aller vers ça? Les leviers, c'est des leviers de communication. Et je pense que c'est un des derniers rôles où l'État joue un rôle important, c'est la communication. Il y a une opportunité en ce moment parce que vous avez vu, le ministère de l'Agriculture s'appelle le ministère de l'autonomie alimentaire ou un truc comme ça. Souveraineté alimentaire. Souveraineté alimentaire. On manque de tout. Mais si on va acheter des produits sans différenciation en Italie, en Turquie, n'importe où au Brésil, etc., s'il n'y a pas de différenciation, la souveraineté, on va la perdre. Donc je pense que moi, mon ambition, elle reste intacte. Hein. C'est-à-dire demain, j'aimerais que toute l'agriculture française soit bleu blanc cœur, mais qu'en tout cas, elle ne sera pas toute bio. Quand on n'a pas voulu rentrer dans les signes officiels de qualité, le label rouge que je connais bien, c'est un signe de qualité supérieure versus qualité inférieure. Je suis bien parce que les autres font mal. Vous avez vu les bagarres entre bio et HVE. HVE, c'est moins bien que le bio, mais c'est quand même un pas. Il n'est peut-être pas terrible, mais c'est un pas. Mais non, c'est cette distinction entre moi je suis bien parce que les autres sont mal, ça te laisse forcément dans une niche. Et la logique de Bleu Blanc Cœur, c'est une logique d'accessibilité. Moi, la présidente d'aujourd'hui n'aime pas que je dise ça, mais je dis on aura gagné quand on aura disparu, quand ce sera la norme pour tout le monde. Mais c'est possible. En tout cas, c'est le sens du combat. Et comment il faudrait faire pour accélérer? Eh ben, c'est ce qu'on dit aux politiques. Moi, quand je rencontre les politiques qui sont un peu coincés dans une offre, il y a une alimentation à deux vitesses aujourd'hui, faut le dire. Et ils sont engagés à un moment, il faut toujours de la qualité supérieure, du label rouge, du bio, des AOC, il en faut, mais il en faut comme un point de fuite, comme un cap. Mais ça répond pas aujourd'hui au problème d'impact climat. On peut dire sur le climat, tu peux faire les journalistes quand ils comparent les labels, ils te mettent en avant un label formidable, je sais plus comment il s'appelle, Déméter, tout ça. C'est génial parce qu'ils font vraiment des efforts énormes, une baisse d'une